Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre sur la puissance en régime sinusoïdal. Alors en fait, si je vous dis calcul de puissance, eh bien vous me dites assez facilement, P égale U fois I. Donc la puissance, par définition, ça va être le produit de la tension par l'intensité. Donc ça marche bien dans beaucoup de cas, mais uniquement quand il s'agit de régime continu. Si votre tension est continue et votre intensité est continue, ça fonctionne. En fait, cette formule-là ne fonctionnera plus de la même manière si vous êtes avec un courant alternatif et si votre tension est ce qu'on appelle sinusoïdale. Donc, on va essayer d'expliquer dans ce chapitre, pourquoi cette formule ici ne fonctionnera pas et comment est-ce que je fais quand même pour calculer la puissance quand on est en régime sinusoïdal. Alors, ici, on va d'abord commencer dans cette première partie sur des rappels sur les grandeurs sinusoïdales. Donc, comment est-ce que l'on va faire pour pouvoir les noter ? Alors je vous mets donc un courant, une tension sinusoïdale, s'il peut être modélisé par une fonction mathématique trigonométrique. Alors les fonctions mathématiques trigonométriques que vous connaissez, ce sont les fonctions sinus ou cosinus. Donc ça, ce sont ces formules qu'on va faire ici. Alors peu importe si on utilise un sinus ou un cosinus, on va pouvoir passer de l'un à l'autre par des formules mathématiques. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais avoir une fonction cosinus, mais je peux passer d'une forme cosinus à une forme sinus par des formules mathématiques. Et donc la forme que je vais avoir, donc ma fonction, donc petit f, qui va être une dépendante du temps, ça va être égal à A cosinus oméga t plus phi. Alors, je vais vous faire sur le côté pour faire oméga et t. Donc, oméga, c'est oméga minuscule, c'est ceci. J'espère que ça vous fait penser à rien du tout. Et la lettre phi, c'est cette lettre-là, ici. Donc, vous avez ici la lettre phi et la lettre oméga minuscule ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces variables qui sont ici ? Bon, alors, le temps, on le reconnaît. La fonction cosinus ici, on la reconnaît ici. Donc, A, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'amplitude. Donc, l'amplitude, donc l'amplitude. Alors ici, si votre fonction c'est U, ça va être une amplitude, donc ça va être une valeur de tension que vous avez là. Si par contre votre fonction est l'intensité, ici vous aurez une intensité. Alors cette amplitude ici, donc voilà, ça va dépendre des unités, ça va dépendre de ce que l'on a ici. La plupart du temps, on aura une fonction donc de la tension, et dans ce cas-là, ici ce sera une tension. Alors, qu'est-ce que c'est que ce oméga ? Alors, je vous le marque ici, pour que vous sachiez comment ça se prononce. Ici, ça se prononce oméga. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. Donc, pulsation. En fait, on va la relier, à des grandeurs que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît comme grandeur ? Nous, on connaît, la fréquence et on connaît la période. La période ici qu'on va noter T majuscule, ça c'est la durée de votre motif élémentaire, sur votre courbe ici, motif élémentaire, ça va de là jusque là. Donc c'est combien de temps ça dure ici. Votre fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence, c'est égal à 1 sur T. C'est l'inverse de la période puisque la fréquence, c'est le nombre de motifs élémentaires que vous avez en une seconde. Alors, en fait, vous voyez que les fonctions périodiques ici, comme leur nom l'indique, elles sont périodiques, elles vont se répéter. Donc ça va être cyclique. Donc c'est pour ça qu'on utilise des fonctions trigonométriques ici, cosinus. Donc comme elles sont cycliques, si je fais ici un cercle trigonométrique, alors je vais essayer de faire un cercle ici. Voilà. Donc le cercle ici avec un angle qu'on va avoir ici. En fait, on va faire des tours autour de ce cercle trigonométrique lors de mes fonctions. Et donc en fait, la pulsation, ça va être le nombre de tours que l'on va faire par seconde. Un tour, c'est 2pi, ça vous donne ça. Donc oméga, ça va être 2pi par seconde, donc c'est le nombre de tours par seconde, donc ça va être le divisé plutôt par la période. Ça va être donc votre nombre de tours que vous allez faire en une période. Donc oméga, c'est 2pi sur t. Comme f égale 1 sur t, on va pouvoir dire aussi que oméga, c'est 2pi f. Ça veut dire que dans ma formule ici, j'aurais pu très bien marquer à la place de oméga, j'aurais marqué 2pi f ou alors 2pi sur t. Donc en fait, ça permet de m'affranchir de ce terme 2pi qui se trouve ici. Donc oméga, c'est la pulsation, ça va être le nombre de tours que l'on va faire par seconde. Alors on va déjà le noter ici sur votre cours. Alors on définit la pulsation en 2pi, ce sont des radians, donc c'est des radians
par seconde ici. Alors les formules qui sont à connaître ici, eh bien c'est oméga est égal à 2πf, donc 2π fois la fréquence, et donc égal aussi à 2π sur t. Voilà. Alors je rappelle quand même une chose, hein, c'est que f égale 1 sur t. Voilà, ça c'est une formule que l'on connaissait déjà. Celle-ci, eh bien je vous les redonne. En fait, vous voyez qu'il existe forcément un lien entre pulsation, fréquence, période. On verra même aussi avec la longueur d'onde. Toutes ces grandeurs-là sont équivalentes, mais des fois on va utiliser plutôt le terme de pulsation, parce que ici ça va être un nombre de tours par seconde. Et ici donc la fréquence c'est un nombre de choses par seconde, et la période c'est la durée de votre motif élémentaire. Voilà. Alors je marque quand même ici que f, eh bien c'est la fréquence qui va se mesurer en Hertz. T, c'est la période qui va se mesurer en secondes. Et donc la pulsation, ici c'est en radians par seconde. Alors j'ai un terme que j'ai pas encore explicité, c'est le terme ici phi. Alors le phi, je vais vous marquer aussi comment ça se prononce. C'est écrit donc phi. Ça c'est ce que l'on va appeler eh bien la phase à l'origine. Alors, on va essayer de comprendre ça avec ici mon schéma d'une fonction sinusoïdale. Alors, j'ai ici ma sinusoïde, voilà, qui se trouve ici. Ça veut dire que là, j'ai représenté en abscisse, eh bien, le temps. Donc, je vais mettre une petite flèche pour le temps. Et mon axe désordonné, bon, en fait, je peux le mettre un peu n'importe où. Je peux le mettre là, 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 comme je veux. Donc, moi, j'ai décidé de commencer par le mettre à un endroit. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, mon axe désordonné, il est là. J'ai donc ici, alors si je décide de représenter eh bien une tension en fonction du temps et pas une intensité, bah ici je vais dire que ça va être l'axe des tensions que je vais mesurer ici en volts. Alors quelle est cette valeur qui se trouve en haut, hein, ici, vous devez vous souvenir, c'est ce qu'on appelle, alors dans ce cas ça changera, soit tension maximale, soit tension moyenne, peu importe, c'est le UM, c'est l'amplitude. Voilà, on peut l'appeler UM, on peut l'appeler Umax, que ici ça ne changera rien. Donc cette valeur, elle est ici. Là, je suis à 0. Alors maintenant, la forme globale de ma fonction, c'est donc U de t égale UM fois cosinus oméga t plus phi. Alors, ce mot phi, ça veut dire phase à l'origine. Donc son mot est bien choisi puisque je vais essayer de voir quelle est sa valeur à l'origine, c'est-à-dire au point 0. Donc en fait, si je remplace ici, je fais pas U de t, mais je prends une valeur particulière, si je prends la valeur 0, eh bien je vais avoir UM, ça ne change pas, cosinus oméga fois t, mais t c'est 0, plus phi. Donc maintenant, je sais que U de 0, en point 0, c'est égal ici à UM. J'ai donc UM égale UM cosinus, alors oméga fois 0 ça fait 0, cosinus phi. Si je regarde bien, je passe l'une de l'autre côté, ça vous donne que cosinus phi est égal à 1. Alors, quelle est la valeur de phi? Si je regarde mon cercle trigonométrique ici, donc le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Pour avoir un cosinus égal ici à 1, donc il faut que je sois à cet endroit-là. Là, mon cosinus sera égal à 1. Et donc, il faut que mon angle soit égal à 0. Donc, si mon angle est égal à 0, je vais avoir un cosinus qui est égal à 1. Ça veut dire que mon phi, ici, égale 0. Ça veut dire que maintenant, je connais mon phi. Au point 0, je peux le remplacer ici. Donc ça veut dire que U de 0, c'est égal à UM cosinus de 0, c'est-à-dire 1, donc ça veut dire U de 0 égale UM. Donc ici, j'ai un phi qui est égal à 0 à cet endroit-là. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, mon axe, je peux décider de le faire à un autre endroit. Alors je vais le faire d'une autre couleur, je vais le faire en vert. Donc, imaginons que je décide de le faire ici, ou là, peu importe. Alors pour faire plus simple, je vais le faire ici. Ouais, je vais le faire à cet endroit-là. Donc ici, je trace mon axe vertical. Hein. La forme de ma fonction ne changera rien. J'ai toujours une sinusoïde, sauf que j'ai décidé de prendre mon origine à un autre endroit. Donc ici, imaginons que je fasse toujours ici, c'est la tension en volts. Là, ici, j'ai toujours ma tension
maximale à cet endroit-là, et je vais essayer de voir, et bien maintenant, quelle est la valeur de mon phi. Alors, je vais le faire peut-être, est-ce que j'ai un peu de place? Pas évident. J'ai fait une petite capture d'écran pour pouvoir le remettre à côté, pour pouvoir refaire mon petit calcul que j'ai fait ici. Alors, vous avez donc ma tension ici, U de t, qui est toujours égale à UM cosinus oméga t plus phi. Maintenant, je refais la même chose. Si je dis que U de 0, je vais essayer de voir combien ça vaut. Alors, U de 0, c'est donc UM cosinus oméga fois 0 plus phi. Alors, quelle est la valeur maintenant de U0? U0, en 0, ma tension ici, elle est nulle. Ça veut dire que mon U0 ici, c'est égal à 0. C'est égal à 0, UM cosinus, alors le oméga fois 0, évidemment, ça fait 0, plus phi. Ça veut dire que si je divise par UM, ça fait 0, ça vous donne que cosinus phi, dans ce cas-là, est égal à 0. Donc cosinus phi égale 0, si je regarde sur mon cercle trigonométrique, donc le cosinus ici, pour avoir une valeur égale ici à 0, eh bien, il faut que mon angle soit celui-ci. Donc mon angle, ici, ça va être ici un angle de pi sur 2. Donc si mon angle égale pi sur 2 pour cosinus phi, ça veut dire que mon phi, ici, égale, dans ce cas-là, pi sur 2. Vous voyez que, en fait, si je change mon origine, c'est-à-dire que si je fais mon axe ici, la valeur de phi change, et par contre si je décale ici mon axe à cet endroit-là, la valeur de mon phi va changer. Et donc c'est ça en fait. La phase à l'origine va comprendre bien où est-ce que je vais placer mon origine. Donc ça ne changera rien, la forme de ma fonction sinusoïdale, elle restera toujours la même. Par contre ce terme ici, phi, va changer suivant bien, où vous allez placer votre axe d'origine des tensions. Donc c'est pour ça que ça s'appelle phase à l'origine. Ça va vous donner donc bien cette valeur que vous avez à l'origine. Voilà. Alors j'espère que j'ai été assez clair. Je vais quand même marquer ici plusieurs grandeurs. Donc UM, c'est ce que l'on appelle l'amplitude. Donc ici, elle sera mesurée en volts. Alors, des fois, on peut dire UM amplitude. Des fois aussi, on pourrait dire tension maximale. Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose puisque je suis exactement au même endroit. Ça peut changer de temps en temps, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Donc, j'ai marqué ici, dans ce cas, qui est et aussi Umax. Alors, pour ceux qui veulent voir la différence entre les deux, on va pas le faire ici. Je vais vous le faire sur le côté ici. Alors, ce qui se passe, voilà, c'est un peu compliqué. Donc tout à l'heure, j'avais placé mon axe bien ici au milieu. Alors par contre, mon axe des temps, je pourrais le décaler. Hein. Par exemple, je pourrais le faire ici, hein, si je veux. Je peux le faire à cet endroit-là. Donc ici, ça va être mon axe des temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde bien par rapport à tout à l'heure, eh bien ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décalé vers le haut. En fait, j'ai rajouté une composante continue. Le fait de faire ça, en fait, ça veut dire que ma tension ici, U de t, ça va toujours être égal à UM cosinus oméga t plus phi, mais plus ici une certaine valeur U0. En fait, j'ai rajouté, ça c'est la composante alternative, et ça c'est la composante continue. Alors si je trace mon axe vertical, alors je le remets n'importe où, hein, où je veux, eh bien je peux le mettre ici à cet endroit-là. Donc en fait, ici mon axe vertical, ici c'est ma tension en volts, donc U en volts. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça, de là jusque là, ça c'est ma composante continue, c'est U0, et je vais le faire d'une autre couleur, de là jusque là, ça c'est mon amplitude. Et ce qu'on appelle Umax, et ben Umax, c'est ça de là jusque là. Donc ça c'est Umax, en vert c'est UM, et ça c'est U0. Donc vous voyez qu'en fait si je décale mon axe ici, eh bien à cet endroit-là qui se trouve, donc qui se trouve à 0, bah vous allez avoir vos UM qui est égal au Umax. Bon, quasiment tous les cas vous aurez ce cas où justement votre axe des temps est bien centré. Donc ça c'est la composante alternative, ça c'est la composante continue, ça a dû être vu l'année dernière en première.
Alors, donc si je connais ici ma tension maximale ou mon amplitude, dans ce cas-là, eh bien ça revient en même. Souvent, vous avez dû entendre parler l'année dernière qu'on ne va pas parler en termes de tension maximale, mais en termes de tension efficace. Cette tension efficace, ça va être l'équivalent du continu, mais en alternatif. Alors il y a une formule à connaître pour les tensions alternatives sinusoïdales. Vous devez savoir que... Oh zut. U... Attends, je vais le gommer, ça va être plus propre quand même. Donc, UF... Donc tension efficace, ça va sonner UF, comme ceci, U avec 2 F. Ça va être égal à UM sur racine de 2. Alors dans ce cas-là, UM égale Umax, ça ne changera rien du tout ici. Alors par contre, attention, cette formule-là n'est valable que pour les fonctions alternatives sinusoïdales. Si vous avez un triangle ici, un carré, ça ne fonctionnera plus, c'est plus cette formule-là. Donc vous avez juste à connaître pour les grandeurs qui sont sinusoïdales de toute façon. Donc une tension sinusoïdale va donc pouvoir s'écrire, si je remplace ici mon UM, eh bien ça va me donner U de T, ça va être égal à quoi? Mon UM, c'est UF fois racine de 2 fois cosinus oméga t plus phi. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir écrire ma tension ici, alternative sinusoïdale. Alors, je vais faire une remarque. La manipulation des fonctions trigonométriques sinus et cosinus est parfois très compliquée. Et donc, pour simplifier les calculs, on va utiliser ce qu'on appelle une notation complexe. Alors, oui, en effet, j'ai bien dit pour simplifier. En fait, la notation complexe va énormément simplifier tous les calculs. Alors après, il faut maîtriser le calcul complexe, mais c'est vrai que en électricité, on va vraiment utiliser très souvent ces grandeurs-là. Alors je vais pas m'étendre moi sur les calculs complexes. Dans votre programme, c'est bien marqué qu'on peut l'aborder. Je vais juste faire une remarque pour voir que vous l'avez vu une fois, mais sinon, je vais pas faire de calcul complexe véritablement ici. Alors, donc remarque, en régime sinusoïdal, on utilise parfois les nombres complexes pour simplifier les calculs. Ainsi, le signal sinusoïdal, donc x de t égale x max cosinus oméga t plus phi, ça c'est une forme générale, on associe une grandeur complexe. Alors comment est-ce que je vais faire pour la noter? Ma grandeur x, je vais la noter en complexe et en mettant une barre en dessous. Donc si je mets une barre, ça veut dire que c'est plus une grandeur réelle, que c'est une grandeur complexe. Donc je vais l'appeler x max, d'accord? Et cette fois-ci, je vais utiliser la notation en exponentielle fois E pour exponentielle, J, oméga t, plus phi. Alors, en mathématiques, vous utilisez le nombre complexe I. En électricité, on n'utilisera jamais le I, puisque le I, il est réservé au courant. L'intensité du courant, c'est le I. Donc on prend une autre lettre, c'est la lettre J. Donc c'est ce que je vous mets ici, avec J, c'est le nombre imaginaire et non I qui pourrait se confondre avec le courant. Donc en mathématiques, c'est I pour le nombre complexe, en physique, c'est J. Oui, je sais, c'est compliqué, on change tout, mais pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Les maths, on s'en qu'à s'adapter à nous. Alors, qu'est-ce que c'est que x de t? Si je veux, là, ça c'est ma grandeur complexe, si je veux x de t, c'est pas compliqué, je vais prendre tout simplement la partie réelle de mon complexe. Donc la partie réelle de mon complexe, comment est-ce que je vais le noter? Je vais noter donc x de t égale RE de x complexe. Voilà. Donc ça, la partie réelle, je vais retrouver cette partie ici réelle. L'amplitude du signal, c'est-à-dire cette chose-là ici, c'est ce que l'on va appeler le module de mon nombre complexe. Donc l'amplitude du signal correspond au module du nombre complexe. Donc le nombre complexe c'est x bar, ici un bar en bas. Et donc je vais le noter x max, qui va être égal au module, alors en mathématiques on l'écrit comme ça, le module de votre nombre complexe. Et ce qu'on appelle la phase instantanée, donc la phase ici, va correspondre à l'argument. Donc l'argument, c'est cette valeur d'angle qui se trouve ici. Donc l'argument du nombre complexe, j'ai oublié de marquer x bar ici, ça va être oméga t plus phi. Et donc si je veux retrouver mon argument ici, ça va être l'argument de x. Voilà. Avec la barre ici en dessous qui fasse ouais. Donc en fait, c'est comme ça que je peux... En fait, on va utiliser, au lieu de marquer x max cosinus oméga t plus phi, on va utiliser une grandeur complexe, x max e j oméga t plus phi, et véritablement, je peux vous assurer que ça va simplifier énormément tous les calculs. Voilà. C'était juste une remarque. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, ça fait déjà 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.